Attention, cette fiction se passe dans le sombre univers de Warhammer 40 000, et dans la société plus sombre encore des Eldar Noirs, ou Drukhari, de cruels pillards se nourrissant de la souffrance des plus faibles. Il y est abordé de nombreux sujets sensibles, tels que la violence physique et psychologique, la torture et autres actes sadiques. Cette œuvre s'adresse donc à un public averti et adulte. Les chroniques de l'alarme de Ronce. Épisode 10, l'assaut, partie 2. La cabale de l'alarme de Ronce a lancé son premier assaut dans l'espace réel sur un hôpital en théorie mal protégé par des sœurs de bataille. Bien que les humains tombent comme des mouches devant la violence de l'assaut Drukhari, la défense opposée surprend Sharktan et ses troupes. Hart entre dans un duel contre une terrible machine de pénitence déchaînée. Sharktan se retrouve seul survivant de l'assaut sur le secteur ouest, tandis que KR Heroite s'attend elle aussi à une violente contre-attaque. La voix de Sharktan grésilla dans le module de communication des KR Heroite. À tous les guerriers encore à la base, on a besoin de renforts. Récupérez les blessés et le butin. KR, au rapport. Non, pas juste récupérer les blessés et le butin, pensa KR Heroite. Elle répondit. On a maté l'assaut ennemi, mais on s'attend à une contre-attaque imminente. Il me faut des renforts. Je t'envoie ça. KR se tourna vers les 5 autres Drukhari qui étaient avec elle dans la pièce. Grouillez-vous, bande d'incapables. On ramasse tous les guerrières et les soldats ennemis. Et placez-vous à couvert, ces truies vont débarquer d'une seconde à l'autre. 2 silhouettes sombres se matérialisèrent depuis les ombres. KR reconnut immédiatement les mandragores. Elle frissonna de peur. Elle avait beau les avoir côtoyés de nombreuses fois, et les savoirs alliés, elle n'oubliait pas cette première rencontre, lorsque ces bêtes leur tombaient dessus juste après le crash du saccageur. Si Sherkt n'avait pas réussi à négocier de justesse leur clémence, nul doute qu'il les aurait dépecés, ou je ne sais quoi d'encore pire. Les 2 créatures avancèrent vers elle. Elle se figea. Pouvait-elle leur donner des ordres ? Venait-elle pour la protéger ? Ou bien avait-elle décidé de les trahir, maintenant, au cœur des combats ? Elle entendit un froissement d'air non loin d'elle. Une mandragore apparut et se pencha sur le corps inconscient d'une sœur de bataille. Elle la saisit par les épaules, et dans un autre froissement, disparut avec elle aussi subitement qu'elle était apparue. KR se tourna vers les 2 autres. Les mandragores souriaient en avançant vers la porte. Elle n'eut pas le temps de réfléchir à la réponse, que les parois d'acier coulissèrent d'un coup sec, dévoilant la mort qui les attendait. 3 sacro-saintes étaient alignées dans un mur de boucliers parfait, digne des combats de l'Antiquité terrienne. Ces sœurs de bataille tenaient des énormes armes énergétiques en main, et se dissimulaient derrière des boucliers aussi grands qu'elles. Entre leurs épaules, les canons de 2 autres sœurs, situés juste derrière elles, étaient pointés vers KR et son escouade, et tirèrent en simultané 2 énormes bolts, avec une discipline parfaite, d'autant plus incroyable que tout était effectué en silence. Le guerrier kabbalite le plus proche de la porte se prit de plein fouet les 2 projectiles, qui détonnèrent à l'impact et l'envoyèrent voler en plusieurs morceaux sanglants. Puis les 2 sœurs se replièrent derrière le mur de bouclier des sacro-saintes, qui tournèrent la tête. Dans la seconde qui suivit, tout devint blanc. Une grenade flash. KR était totalement aveuglée. Elle ne pouvait voir que dans ce flash de lumière, les 2 mandragores composés d'ombre avaient été totalement vaporisés, comme s'ils n'avaient jamais été là. Elle ne pouvait voir que les sœurs se tournaient à nouveau vers elle et son escouade, et dans une discipline parfaite, s'élançaient vers eux. Elle ne pouvait les voir, mais elle entendit, entre les gémissements de surprise de ses camarades et le chaos des combats dans le bâtiment, le bruit des lourdes bottes blindées des femmes Monkey qui s'élançaient dans une charge silencieuse. Alors, à tâtons, aussi vite qu'elle le pouvait, elle se mit à fuir dans la direction opposée. Les sacro-saintes étaient d'une efficacité mortelle. La première, équipée d'une énorme hallebarde énergétique, cala le manche de son énorme arme dans le creux de ses reins et sous son coude, et se servit de son corps comme d'un levier pour propulser sa longue arme dans un mouvement de large balayage. Les 2 guerriers kabbalites sur la droite aveuglés ne virent pas le coup venir et se firent trancher en 2 dans la même seconde, l'arme tranchant chair, armure et même fusil avec une égale facilité. La seconde, la seule sans casque et affichant un crâne rasé, décoré d'une fleur de lys noire tatouée, portait une lourde masse énergétique. Un des guerriers Drukhari aveuglés en face d'elle se mit à tirer un peu au hasard dans sa direction. Elle leva son bouclier et courut devant elle à travers les projectiles qui rebondissaient sur le mur de céramique qu'elle levait.
Lorsqu'elle arriva à portée, elle tournoya sur elle-même pour envoyer un coup sans s'exposer. Et lorsque la masse toucha sa cible, l'énergie se déchargea en un craquement sec comme le tonnerre. Le Drukhari explosa alors en un millier de morceaux, la partie supérieure de son corps instantanément transformée en viande hachée. La dernière, équipée d'une lance, profita de l'allonge de son arme pour planter un Drukhari qui était assis derrière un lit et qui frottait ses yeux frénétiquement. La pointe entra entre ses clavicules et sortit sous son sternum avant de se ficher dans le sol. Usant de l'arme comme une perche olympique, elle se propulsa au-dessus du lit en se tenant au manche de sa lance. Le champ énergétique de l'arme coupa en même temps le Drukhari en deux. À peine fut-elle de l'autre côté du lit qu'elle arracha son arme du cadavre déchiqueté et s'élança après Caer et Ruit. Celle-ci courait aussi vite qu'elle le pouvait, en zigzagant et en essayant de profiter des couverts. Par chance, ses réflexes boostés par la souffrance lui avaient permis de fermer les yeux une demi-seconde avant le flash, et elle commençait déjà à retrouver suffisamment de vision pour s'orienter. Elle voyait également les bolts détonner tout autour d'elle, tandis que les sœurs de bataille de l'autre côté de la pièce tentaient de la battre avant qu'elle ne passe la porte. Courant de toute la vitesse et l'agilité surnaturelle dont étaient capables les Aeldari, et en particulier les Drukhari dynamisés par la souffrance, elle atteint la porte et se glissa dans l'entrebâillement sans attendre son ouverture complète. Mais atteindre le couloir ne suffira pas à la mettre hors de danger, bien au contraire, car d'énormes projectiles l'accueillirent. Hart était dans la salle de chirurgie punitive de l'hôpital. L'endroit de rêve pour un aémoncule. Malheureusement, il n'était pas seul. Bousculant le mobilier avec fureur, il luttait contre une énorme machine de près de 4 mètres de haut. Une machine de pénitence sur laquelle était attaché un humain qui hurlait de douleur, le corps transpercé de câblage et le haut de son visage masqué par un casque de métal. L'énorme machine était d'une vitesse surprenante pour sa masse. Ses longs bras qui se terminaient par 2 énormes scies circulaires fendant l'air toujours plus près de Hart, tranchant avec facilité et dans des gerbes d'étincelles tout ce qu'elle touchait. Hart lui-même avait déjà perdu ses 2 bras gauches au niveau du coude. Heureusement, il y en avait toujours 2 autres. Glissant avec une agilité surprenante pour sa grande taille, Hart parvenait à esquiver les attaques les unes après les autres. Il n'essayait même pas de riposter, il observait et calculait son coup. À un moment, l'opportunité se présenta. La machine semblait perdre patience, et elle envoya ses 2 bras dans un même mouvement de balayage latéral. Hart se plia en 2 en arrière dans un mouvement normalement impossible avec une colonne vertébrale. Puis se redressa et, comme un serpent, planta la seringue qu'il tenait de son bras supplémentaire droit dans le flanc du pilote attaché. En une seconde, son contenu se répandit dans l'organisme de l'humain, et Hart recula aussitôt afin d'esquiver sa riposte. Comme si cela l'avait encore plus enragé, la machine continua son déferlement d'attaque dans sa direction. Hart se tortillait et bondissait pour esquiver les énormes lames tournoyantes et le mobilier en bazar qu'il y avait désormais dans la pièce. D'un bond, il arriva dans un coin plus sombre. Il sentit comme une présence derrière lui et tourna la tête brutalement sur le côté. Dans l'ombre de son crâne projeté sur le mur, un visage l'observait. Un visage aux yeux verts qui se mit à sourire. Besoin d'aide. Demanda la mandragore à moitié invisible. Insensible à son aura d'effroi, Hart se tourna à nouveau vers la machine qui fonçait vers lui. Elle fit un premier pas, et ses bras tombèrent brutalement. Elle entama un second pas, mais sa jambe cessa d'obéir. Et comme si on avait soudainement éteint cette grosse machine, elle se figea et tomba lourdement sur le côté, dans un fracas de métal. Sans regarder la mandragore, il répondit. Ramenez ça dans mon laboratoire, s'il vous plaît. Et il se tourna vers l'ombre où était la créature. Celle-ci le fixait avec un regard chargé de haine. Son visage était déformé en un monstre terrifiant,
mais Hart lui rendait son regard en ondulant la tête lentement. Sentant sa haine, il ajouta Wow. Vous m'avez demandé, je vous réponds. Vous ne seriez pas si susceptible. La créature recula dans l'ombre et disparut. Il y eut un froissement d'air et Hart vit 3 créatures apparaître autour de la machine inanimée. Les mandragores le regardaient avec cette même haine, mais elles s'approchèrent du cadavre mécanique et dans un froissement d'air, tous disparurent. Hart hocha la tête. Il se tourna et dit « Ok. Ossette, tu vas m'aider. Il se rendit compte que Ossette, son sujet orcoïde modifié numéro 7, ne l'écoutait pas, car il était découpé en plusieurs morceaux et piétiné par la machine. Bon, je vais devoir me débrouiller seul. Et il avança vers les placards et étagères de la pièce avec la même excitation d'un enfant monkey de la haute société qui avance vers le sapin garni de cadeaux le matin du jour de Sanguinala. Shere-Khan regardait la porte avec angoisse. Les 2 mandragores devant lui faisaient office de rempart contre ce qui pourrait en sortir. Cela ne faisait même pas 3 secondes depuis qu'il avait entendu ce vrombissement approcher, et la porte s'ouvrit déjà brutalement. Aussi vive qu'un éclair, une sœur de bataille volante déboula dans la pièce avec une énorme épée tronçonneuse dans ses mains. En une seconde, elle déchiqueta la première silhouette sombre de la mandragore, qui explosa en un nuage de fumée noire. La seconde mandragore leva son affreuse épée d'os dentelée. Mais la guerrière ailée tourbillonna agilement dans une danse mortelle avec son énorme arme bourdonnante et la fracassa avec violence sur la créature surnaturelle. Avec une facilité qui le sidéra, Shere-Khan vit ces 2 bêtes de cauchemar être annihilées en une fraction de seconde. Puis il vit la guerrière se projeter à vive allure vers lui. Il n'eut qu'un instant pour esquiver l'énorme éviscérator qu'elle maniait avec une grande maîtrise. Il se jeta vers l'avant sous elle, mais même ainsi, elle parvint à le toucher dans le dos. Les lames dentelées firent voler en morceaux des pièces d'armure segmentées, griffant légèrement sa peau. Il n'aurait fallu que quelques centimètres de plus, quelques dixièmes de seconde, pour que ces mêmes crocs d'acier creusent jusqu'à sa colonne vertébrale. Il se redressa alors que la chanoinesse faisait un dérapage sur le sol. Elle s'arrêta un instant et le dévisagea, le fixa dans les yeux, en silence. Puis ses réacteurs rugirent et elle se propulsa à nouveau en avant à une vitesse folle. Shere-Khan comprit qu'elle n'aurait pas la même vitesse latéralement. Aussi bondit-il sur le côté. Il leva son arme pour se protéger et son épée dessicante para un autre coup de l'éviscérator. Les dents tournant à toute vitesse accrochèrent le fil de son arme pendant une demi-seconde et la propulsa vers le sol. Shere manqua de la lâcher. La chanoinesse arriva en une demi-seconde au bout de la pièce et, tel un nageur qui arrive au bout d'un bassin, fit une pirouette aérienne pour se réceptionner les pieds contre le mur. Il s'agenouilla pour amortir l'impact à la parfaite parallèle du sol, comme en apesanteur, puis se déplia et repartit tout aussi vite vers Shere. Cette fois, il choisit de ne pas esquiver. Il activa le champ énergétique de sa lame dessicante et se prépara à l'impact. Lorsqu'il vit l'énorme arme s'abattre dans sa direction, il sauta lui aussi en avant, son épée brandie comme un épieu. Il esquiva l'énorme éviscérateur de très peu, mais le coude de la chanoinesse s'écrasa dans sa mâchoire. Il entendit un crack assez fort dans son crâne. Il ne comprit pas très bien ce qui se passa lorsque les 2 corps se percutèrent à une vitesse folle. Il roula sur le sol brutalement et entendit derrière lui un terrible fracas. Il se retourna rapidement et vit les réacteurs plonger vers le sol et aller se ficher sous un meuble avant de s'éteindre. Sans attendre, il se releva et brandit son pistolet blaster vers elle, prêt à l'atomiser. Les réacteurs ronronnaient doucement et le corps resta au sol.
Il avança rapidement vers elle. Il y avait une sorte de sable gris par terre. Il sourit. Il avança encore et vit le casque se désolidariser du reste de l'armure et rouler par terre. À l'intérieur, un crâne blanchi au milieu d'une poudre grise. Les propriétés dessiccantes avaient fait leur travail. Il avait réussi à se planter dans la chair et en absorber toute l'eau. Elle n'avait pas dû souffrir longtemps, malheureusement. Mais au moins, cette arme était efficace. Sharktan avait parfois la nostalgie de ne plus manier d'armes moins létales, comme c'était le cas par le passé. Un simple couteau et un fusil éclateur comme ses collègues Kabalites. Cela lui permettait alors de torturer sa cible, de la sentir souffrir avant d'agoniser. Mais c'était là le rôle du sybarite d'être plus létal que ce qu'il commandait. Et il en avait gardé l'habitude. Parfois, certaines choses devaient mourir vite et bien, et il était là pour ça. Sharktan fut tiré de ses rêveries par un message vocal. C'était Mesranea. Les renforts sont là, monseigneur, mais les leurs aussi. Je recommande un repli rapide, en sécurité. Où es-tu ? Dans le grand couloir central. J'arrive. Puis, tout en s'élançant vers la porte derrière lui, il passa sur le canal général. Tout le monde, repli stratégique sur Eton dans le couloir central. Maintenant ! Il sentit son visage lui faire mal lorsqu'il parlait. Elle avait dû lui casser une pommette, peut-être même la mâchoire. Il était temps de rentrer. Lorsque la porte s'ouvrit, Sharktan déboucha sur un champ de bataille d'une rare violence. Le saccageur s'arrêtait en glissant, tandis que l'artilleur tirait au canon désintégrateur vers le fond du couloir. Et que les guerriers kabalites qu'il contenait sautaient en tous sens pour aller récolter les derniers prisonniers ou blessés éparpillés, tout en tirant eux aussi vers le fond de la pièce. Là-bas, une énorme machine avançait en tirant avec un colossal bolter lourd d'un côté et une épée terminant l'autre bras d'acier. Au niveau du thorax, la pilote était visible. Mais ce n'était pas comme la grossière machine d'acier et de câbles qu'avait affronté Hart. Cette machine était composée d'armures stylisées gothiques et avait globalement la silhouette d'une sœur de bataille gigantesque. D'ailleurs, au niveau du thorax, le casque de son pilote était visible. Totalement engoncé dans cette machine, on ne voyait que sa tête casquée et deux petits bras qui sortaient du torse juste en dessous de ce mécanique et énorme du robot de combat qui bougeait en simultané. Un exo-harnais parangon. En face, déboula Kaereruit, immédiatement suivi par 3 sœurs de bataille, dont l'une avec un énorme bouclier et une lance. Les 3 poursuivantes furent instantanément accueillies par un feu nourri de la part des guerriers kabalites arrivés en renfort. L'une s'effondra, tandis que l'autre recula pour se mettre à couvert. Celle avec la lance la projeta adroitement et empala le tireur du canon désintégrateur. Avant de ramasser sa camarade inconsciente, de la traîner à couvert dans la pièce, tout en s'abritant derrière son énorme bouclier. La porte se referma sur elle, indemne, comme si tous les projectiles des fusils éclateurs n'étaient que de simples grêlons de glace. Kaer sauta immédiatement dans le vaisseau, en se tenant les côtes. Elle remplaça l'artilleur qui gigotait sur le ponton, la lance le transperçant comme une brochette. Sharktan imita la grande brûlée et bondit lui aussi sur le pont du saccageur. L'exo-harnais parangon fonçait vers eux tout en tirant de son énorme bolter. Les projectiles, aussi gros que des avant-bras, détonnaient sur la coque avec violence ou faisaient exploser les guerriers Drukhari en des gerbes sanglantes. Des bruits de moteurs primitifs se firent entendre. Sharktan se tourna pour voir des sœurs de bataille dotées de réacteurs dorsaux arriver en volant au niveau du portail vers Komorrag, pour s'interposer entre celui-ci et le véhicule. « Abattez ces chiennes volantes! Ne les laissez pas nous couper la route !» Alors que tous les guerriers tournaient leurs armes vers celle-ci, Sharktan regarda autour de lui. Le saccageur était encombré de Drukhari blessés et d'humains inconscients. Mesranea était aux commandes et faisait onduler le véhicule pour s'approcher des kabalites au sol qui nécessitaient son aide, tout en évitant les projectiles de l'exo-harnais parangon. Hart était introuvable. Shark l'appela sur le canal vocal. Il répondit calmement. Oui, j'arrive. Si tu n'es pas là dans 2 minutes, on part sans toi! Pas besoin de me menacer, oh, j'ai dit que j'arrivais. Le saccageur fut soudainement violemment secoué, alors que l'exo-harnais le percuta d'un puissant coup d'épaule, tout en enfonçant sa lame profondément dans la coque du véhicule. Sharktan fut déséquilibré un instant. Il se tourna pour observer l'assaillante. Déjà, sa lame sortait des entrailles du véhicule et se dressait pour s'abattre à nouveau. Son armure était constellée d'impacts, mais les munitions éclateuses ne semblaient n'avoir aucun effet. Les tirs de canon désintégrateurs laissaient de profonds cratères, mais pas assez profonds pour l'arrêter. Sharktan ragea. Il bondit en avant et sauta sur le dessus de la machine en une agile pirouette.
Debout sur le dessus de l'exo-harnais parangon, il chevauchait cette bête de métal semblable à un étalon furieux. Il savait qu'il ne devait pas s'éterniser, profiter de ses réflexes supérieurs pour agir avant que la Monkey réalise ce qu'il essayait de faire. S'accrochant d'une main aux pointes gothiques ornementées, il pointa son pistolet blaster vers le casque et tira, presque à bout portant, directement dans la tête de la pilote. Comme à une marionnette à qui on aurait coupé les fils, la machine s'écroula brutalement. Profitant du momentum, Sharktan se projeta à nouveau sur le ponton du saccageur. Les Séraphine et Zéphirim se faisaient abattre comme des pigeons par les guerriers Drukhari survoltés, mais emportaient tout de même avec elles certains des aliens, par des tirs précis de pistolets bolter ou de lames énergétiques. Elle tentait de bloquer la voie vers le portail. Sharktan observa autour de lui. Au loin, 2 autres machines parangon arrivaient, ainsi que des autres sœurs de bataille. Elles arrivaient de toutes parts, c'était comme si on avait donné un coup de pied dans une ruche de frelons. Il vit également arriver Hart, au bout de l'autre couloir, portant 2 énormes sacs dans chacun de ses bras droits, les 2 gauches étant sectionnés au niveau du coude. Malgré tout, il serrait contre lui une caisse en s'aidant de ses moignons et des os saillants de ses hanches. Il alluma son canal Vox. « Mesranea, récupère Hart et on se casse !» Celle-ci mit le vaisseau en branle immédiatement en tournoyant agilement vers l'apprenti émoncule amputé. « À tout le monde, repli général immédiat !» Les Drukhari se mirent à fuir en tous sens comme une volée d'oiseaux. Ceux qui le purent s'accrochèrent aux saccageurs qui quittaient les lieux. Les autres courirent à pied jusqu'au portail. Certains blessés n'arrivèrent pas à fuir ou à s'agripper au vaisseau à temps et réalisèrent avec horreur qu'ils seraient abandonnés ici. Sharktan observa la scène depuis le ponton du véhicule volant qui s'enfuyait, un large sourire fendant son visage. Tant de dégâts, tant de morts, tant de souffrances. C'était incroyable. Il se sentait plus jeune que jamais, électrisé, hilar. Il profita du spectacle jusqu'à la dernière seconde, passant le portail de dos sous une grêle de projectiles divers. Les monkeys hurlaient des ordres. Certains Drukhari fuyants se faisaient abattre en pleine course, d'autres ripostaient habilement tout en courant. Puis le portail se referma, et le silence et les ténèbres s'abattirent violemment sur lui. Il était rentré. C'était terminé. Il avait survécu. Il avait réussi. Il avait réussi son tout premier raid. Le saccageur éructa un bruit étrange, et une fumée sombre se dégagea de son flanc éventré par les tirs de bolter lourds et les coups d'épée de l'exo-harnais parangon. « Descendez !» hurla Mesranea. « Je dois le faire se poser en toute urgence !» Contrarié, Sharktan bondit agilement, ainsi que les quelques guerriers cabalites passagers conscients. La surface du ponton du véhicule était occupée par des prisonniers inconscients ou des Drukhari lourdement blessés. Ceux-ci se mirent à rouler sur le côté lorsque le saccageur toucha le sol et se pencha sur le flanc, la gravité reprenant son attrait alors que tous les moteurs se coupaient lentement. L'artilleur, toujours empalé par une énorme lance énergétique, hurla de douleur lorsque celle-ci jaillit de son corps dans une gerbe de sang. Sharktan aboya un ordre. « Au rapport ! Quel est le butin ?» Il vit un Drukhari torse nu avancer vers lui. Sa gorge, du nez au clavicule, était remplacée par des câblages de métal et des plaques d'acier. Sharktan ne le reconnut pas immédiatement, mais se fendit d'un sourire cruel lorsqu'il comprit que c'était là la nouvelle apparence de Sang Tzu. Il avait presque oublié lui avoir arraché la gorge, mais c'était un souvenir agréable qui ressurgissait. 18 sœurs de bataille, une machine de combat Monkey, 41 humains divers. Dit-il d'une voix déformée et reconstituée artificiellement. Excellent, s'exclama Sharktan. Une machine de combat ? Sûrement une jolie prise de la part de Hart. Quant au nombre de sœurs de bataille et d'humains, il y avait de quoi construire un énorme cheptel d'infectés et revendre toutes les sœurs à un culte séraste pour un bon prix. Cela compensera largement les réparations du saccageur ainsi que les pertes. D'ailleurs, les pertes, il demanda à Sang Tzu. A priori, 7 guerriers kabbalites sont lourdement blessés mais rentrés. 5 semblent indemnes. Tous les autres sont morts ou portés disparus. Sharktan déglutit. Il prit une seconde pour digérer l'info. 5 guerriers kabbalites indemnes. 7 lourdement blessés. 12 Drukhari restants au total. Près de 60 humains captifs. Il contempla l'espace sombre de la pièce. Le sol était couvert de ces créatures inconscientes. Certains gémissaient doucement. Ils allaient sûrement bientôt se réveiller. 5 gardes valides pour 60 captifs.
Comment allait-il faire pour garder tous ces animaux sous contrôle, sans cage ni menottes? Il allait falloir trouver une solution. Et ce, de toute urgence. C'était l'épisode 10 des Chroniques de l'Alarme de Ronces. J'espère qu'il vous a plu. Cela a été assez compliqué à monter, que ce soit l'organisation de la partie, son enregistrement, la transcription des résultats des jets de dés en une bataille narrative intelligente et compréhensive, et l'intégration de tous les effets spéciaux inhérents à la bataille, il a été particulièrement long et difficile à monter. Pour me soutenir, vous savez quoi faire. Partagez, likez, commentez. Et à bientôt pour de prochaines aventures.